L'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 58 impose aux personnes auditionnées de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Est-ce que vous voulez bien vous lever, lever la main droite et dire « je le jure ». Bonjour et bienvenue à tous sur le plateau de Parole d'honneur. Aujourd'hui, nous allons aborder une question qui est plutôt sensible puisqu'elle est au cœur des stratégies et des opportunismes électoraux du moment. C'est la question du vote des quartiers populaires. Alors c'est un vote qui est extrêmement convoité par les partis de droite comme de gauche, à tort ou à raison. C'est la question que nous allons nous poser. Est-ce que le vote des quartiers populaires peut faire basculer les présidentielles? Ce que je vous propose, c'est de vous présenter vous-même, donc de vous présenter dans un laps de temps extrêmement réduit, c'est 1 minute chacun. Et à la fin de cette présentation, de répondre par oui ou par non à cette question, est-ce que le vote des quartiers populaires pourrait faire basculer les présidentielles? Nous aurons évidemment l'occasion de développer davantage cette question. Les dames d'abord. Les dames d'abord. Halima Boumediene Thierry. Je suis une ancienne parlementaire. À l'époque où, il y a longtemps, les Verts s'ouvraient à la société civile et avaient décidé de faire des candidats d'ouverture. J'ai fait partie de ces candidats d'ouverture et donc j'ai été élue. Donc je suis restée au Sénat jusqu'en 2010, il me semble, fin 2010. Rupture avec mon parti, donc, à ce moment-là, suite à des problèmes, notamment sur la question palestinienne. Parce que je suis surtout et depuis très longtemps une militante de la campagne pour BDS, mais aussi pour la Palestine, pour la justice en Palestine et pour le peuple palestinien. Alors je suis aussi avocate de profession. Et ça compte. C'est aussi une raison pour laquelle je me suis toujours battue sur les questions de droit et de justice, et en particulier sur l'égalité des droits, puisque déjà en 83, je faisais partie de ceux qui, pour la marche, pour l'égalité, avait décidé de se lancer dans cette grande aventure. Aujourd'hui, je suis une militante acharnée du collectif Aliziri, puisque c'est sur ma ville, à Argenteuil, que ce vieux monsieur a trouvé la mort sous les violences policières. Puis, dans le collectif, bien sûr, contre les violences policières, et tous les collectifs qui se sont retrouvés aujourd'hui pour la marche du 19 mars. Moi, je pense qu'en effet, de plus en plus, les jeunes des quartiers populaires, contrairement à ce qu'on pense, sont engagés dans la vie politique. Ça ne veut pas dire qu'ils sont engagés dans un parti politique ou dans un mouvement, mais ils ont une conscience politique très aiguë. Cette jeunesse est arrivée aujourd'hui avec un droit de vote, ce que n'avaient pas forcément leurs parents, et ils ont envie de l'exprimer. Alors maintenant, à droite, à gauche, ou bien de manière indépendante, ça dépend. Ça dépend de l'offre qui leur sera faite. Merci. Mohamed Niabali, maire de l'île Saint-Denis, président d'association, de mission locale, donc pour l'insertion des jeunes 16-25 ans sur plusieurs villes, chef d'entreprise. Je dirige une coopérative d'insertion qui travaille sur l'épanouissement et l'insertion de personnes en situation de handicap et de personnes sans qualification. Que dire d'autre? Vice-président des maires de France également, sur la thématique de l'écologie urbaine et du développement durable. Je suis maire depuis très peu de temps, depuis maintenant 8 mois, juillet dernier. Mais avant d'être maire, j'ai tout un parcours qui explique justement comment on passe d'un mouvement citoyen à un mouvement politique structuré. L'île Saint-Denis est une ville qui est portée par une liste citoyenne depuis 2001. Une liste où on a regroupé les forces vives de notre commune et principalement les associations, les parents d'élèves, les entrepreneurs, les sportifs et toute sensibilité qui tourne autour d'intérêts collectifs. Moi, je pense que oui, le vote des quartiers populaires peut jouer sur les présidentielles, mais à une condition qu'on pense local pour aller global, et qu'on pense local avec une vision globale, et que tout l'enjeu des années à venir et le bouleversement qu'on est en train de vivre dans notre société, c'est ces repères qui sont en train d'évoluer, et cet enjeu de repositionner une vision pour la France du local au global.
Merci. Samir, peut-être que... Oui, Samir H. Belgassem. Donc moi, j'ai terminé une thèse il y a 2 ans maintenant sur la question de la représentation des quartiers populaires. Donc j'ai fait une enquête de terrain dans une ville de la région parisienne. Et l'idée, c'était de comprendre un peu comment un basculement d'une ville communiste depuis 80 ans s'opérait avec des porte-parole de quartier qui ne trouvaient pas de débouché en fait politique dans le marché actuel. Et donc l'idée, c'était de réinscrire leur démarche dans un temps qui est plus long parce que la question des élections municipales en fait s'inscrit dans des temporalités qui sont de plusieurs décennies. Et donc j'ai essayé de retracer un peu toute leur démarche, toute une tentative d'alliance pour in fine comprendre l'alliance avec une liste UMP-UDI lors des dernières élections. Et la réponse à la question que je pose ? Pas donner un oui ou un non, parce que j'aimerais dire elle sera forcément déterminante, parce que j'ai envie que toutes les composantes de la société puissent peser dans les élections et y participer. Maintenant, je pense que c'est délicat pour n'importe quel groupe social, catégorie sociale, de dire ce sera un poids déterminant. Pour moi, ce qui détermine, c'est la citoyenneté, les citoyens, et j'aimerais que tous les citoyens aient un poids déterminant. D'accord. À votre tour. Merci Louisa de cette invitation. Merci. Louisa Bourchada, conseiller municipal et communautaire dans une commune de 17 000 habitants en Seine-et-Marne. Je suis également président du parti politique français et musulman et anciennement tête de liste aux élections régionales de décembre 2015 où un journaliste me l'a présenté comme tel et ça me va complètement. Je suis donc le premier homme politique à avoir porté une liste dans le cadre de l'élection majeure en France avec une éthique musulmane. Donc sur la question, je vais un peu décliner par rapport aux autres. Moi, je suis très dubitatif, c'est-à-dire j'ai plutôt un avis qui répondrait naturellement sur le non, pour une simple et bonne raison, c'est qu'aujourd'hui, connaissant les candidats qui seront présents au premier tour le 23 avril prochain, aucun ne porte un projet pour les quartiers populaires, clairement. Ça a le mérite d'être clair. Habib ? Oui, bonjour, merci pour l'invitation. Merci à vous. Je m'appelle Habib Abindamana, je suis candidat à l'élection législative sur la 5e circonscription de Bobigny, Drancy-le-Bourget. Et je suis donc candidat sur une liste en tant qu'indépendant. Donc j'ai créé un mouvement qui est le mouvement progressiste indépendant sur la circonscription uniquement, donc Drancy, Bobigny, le Bourget. Et avant de faire de la politique, j'étais responsable associatif, donc j'ai créé le club de football Étoile Football Club de Bobigny. J'ai aussi créé Troopers Entertainment, donc j'ai arrêté en 2014 parce que je me suis engagé donc à la base sur la liste du maire sortant, l'Union de la gauche, donc j'étais 16e ou 17e sur la liste, et à partir de là donc j'ai mis de côté mes activités associatives pour m'engager en politique. Et récemment, donc, j'ai quitté le Parti communiste français pour, justement, comme je l'ai dit, monter mon propre mouvement et me présenter aux élections législatives. Et sur la question, donc, sur l'influence des quartiers populaires sur le vote à venir, je pense que oui, ils peuvent influer à la fois sur l'élection présidentielle et sur l'élection législative. Je pense qu'on voit bien que chaque candidat, dès qu'il s'agit donc de chercher d'obtenir les voix nécessaires pour battre l'adversaire, comme François Hollande en 2012, sans son discours du Bourget sur « je combattrai la finance », il n'aurait jamais pu, je pense, c'est que mon avis, passer devant Nicolas Sarkozy. Donc c'est oui. Voilà. Alors, finalement, c'était l'ami de la finance. Oui. Et c'est déjà les quartiers populaires qui sembleraient ont fait basculer le vote à cette époque. Il y a eu des enquêtes qui ont été faites notamment par le CEVIPOF, qui est un organisme d'enquête de sciences politiques, et qui ont clairement dit le rôle qu'a joué le vote des quartiers populaires et des jeunes dans l'élection de François Hollande. Et déjà à cette époque, il y a eu quand même, je veux dire, un rôle important
qui a été déterminant, je pense, dans l'élection de Hollande. Ça ne veut pas dire qu'ils ont voté PS, ça ne veut pas dire que demain ils voteront PS. Attention, je pense qu'il n'y aura pas que les présidentielles, il y a aussi les législatives, et les législatives ont un caractère local qui me semble être important. Tout à fait. Je voulais apporter un complément. Oui, bien sûr. Je pense que les classes populaires, c'est la dernière fois que les classes populaires, et que les quartiers populaires, les zones rurales, voteront pour le Parti socialiste, tout simplement parce que en François Hollande, ils ont eu cet espoir. Ils ont vu en lui le Mitterrand, le François Hollande qui allait vraiment combattre la finance. Et du fait que la gauche en général, hein, ça va même jusqu'à Mélenchon, le Parti communiste ou le Front de gauche, France insoumise, jusqu'au Vert même, qui s'allie avec Monsieur Hamon. Je pense que c'est la dernière fois, en tout cas, que les classes populaires voteront aussi massivement pour un parti de gauche. D'où le mouvement que j'ai créé. Alors justement, je le disais en introduction, la question du vote des quartiers populaires au regard des présidentielles, c'est un sujet qui est épineux parce que l'histoire qui lie les quartiers populaires aux partis traditionnels, c'est une histoire extrêmement conflictuelle puisqu'elle est faite de trahison, elle est faite de récupération, de promesses jamais tenues, à tel point qu'aujourd'hui, finalement, on pourrait dire que l'attitude électorale la plus répandue dans les quartiers populaires, ça reste l'abstention. Et donc, au regard de cela, vous, comment est-ce que vous appréhendez ce phénomène de l'abstention? Est-ce que vous vous en désolez au sens où vous pensez que les habitants des quartiers populaires devraient, au contraire, user de leur carte électorale pour peser dans les présidentielles, ou que, à l'inverse, il s'agit là d'une contestation politique qu'il faut prendre comme telle et qui est une contestation, en fait, un refus de vouloir être encore un vivier de voix qui serait opportunément mise à disposition des partis de droite comme de gauche. L'abstention ne veut pas dire on s'en fout. C'est porteur d'un message, en général. Et je suis persuadée que cette abstention, c'est justement une sanction, en quelque sorte. Je veux dire, face à des partis politiques qui ont tout le temps trahi, et pas seulement depuis les années 80, hein, avec Mitterrand. Je veux dire, on pourrait retrouver ça même dans l'histoire coloniale. Hein. Je veux dire, il y a eu tellement de trahison, de déception face à des valeurs. Pour moi, en ce qui concerne les valeurs de gauche, d'autres pouvaient avoir des espoirs dans les valeurs de droite, mais il y a eu tellement de déception et de trahison que je pense que l'abstention, c'est une sanction politique. Moi, je vois plusieurs sujets à mon niveau d'élu local. Il y a déjà un premier sujet, c'est la complexité de nos institutions. Entre les villes, les départements, les régions, la métropole du Grand Paris, l'État. En tant que maire, moi je me fais souvent engueuler par mes habitants qui me demandent pourquoi pas ci, pourquoi pas ça, etc. Et il faut leur expliquer ça, c'est une délégation État, ça c'est département, ça c'est ci, ça c'est ça. Et donc au bout d'un moment, souvent ce qui ressort c'est pourquoi on vote et on vote sur quoi et pour qui. Exemple, je prends un sujet qui est assez parlant, c'est la question de l'emploi. Tous nos candidats à l'élection présidentielle parlent de l'emploi en disant il faut qu'on combatte ce chômage de masse. Aujourd'hui, l'emploi, il est porté par les villes, par les territoires, par le département, par la région, par les directs, c'est-à-dire les instances de l'État, la préfecture, et plus largement par le ministère de l'Emploi. Et on a des orientations politiques qui peuvent différer du local au global et qui créent des dispositifs qui ne sont pas forcément en phase avec les besoins du terrain. Il y a un premier sujet, c'est comment on rend nos politiques lisibles pour que les habitants soient en capacité de comprendre que ça ne sert à rien. Ça, c'est le premier élément. Et c'est un millefeuille, en quelque sorte, et fait que les citoyens se sentent complètement exclus parce qu'ils ne comprennent plus rien de ce millefeuille. Deuxième sujet qui est important, il y a la défiance face à l'institution et l'impuissance de pouvoir répondre à leurs besoins, à leurs enjeux. Il y a des sujets qui me frappent, on peut en parler. Il y a, exemple, moi j'ai pas mal de jeunes qui me disent je ne souhaite pas voter parce que ma religion me l'interdit, ou je ne souhaite pas voter parce que je ne veux pas être responsable si la France va attaquer tel pays ou tel pays, je ne veux pas être responsable de ça. Et quand on leur explique que mais ne pas voter, c'est faire un choix,
c'est un sujet. Donc du coup, il y a aussi l'approche sociologique et culturelle qu'on a sur la question du vote, entre des générations, voilà, où il y a tout un travail, c'est la question de la citoyenneté, où il y a tout un travail à mener sur voter, c'est un droit, mais c'est plus qu'un droit, c'est un devoir pour vous-même et pour la suite. Et il y a un troisième élément qui me marque, c'est les inégalités de territoire. Aujourd'hui, très concrètement, quand on a des habitants et que nous, localement, on leur dit « il est important de voter », ce qu'ils perçoivent, c'est « bah ok, mais la police, on la voit pas après 21h. » Exemple, moi, je prends le cas des Saint-Denis, il n'y a pas de police après 21h. On nous a raboté 13% de notre budget. Et du coup, ça veut dire quoi? Ça se traduit par une réduction des centres de loisirs, etc., etc. Et comment aujourd'hui on arrive à expliquer à nos habitants qu'il faut voter pour les présidentielles parce que c'est important et c'est notre projet de société, quand ils voient un château de cartes qui est en train de se raboter au quotidien et qui provoque des difficultés encore plus importantes dans ces quartiers populaires. Moi, je ne pense pas qu'on ne fait rien pour les quartiers populaires. Il y a plein de choses qui sont faites dans nos quartiers, mais je pense que le compte n'y est pas. Tout à l'heure, je parlais d'offres politiques. Bien entendu, on fait une distinction entre les présidentielles et les législatives. Les législatives étant effectivement on va dire des élections à écho vraiment local, avec effectivement la possibilité d'être représenté, on va dire, à l'Assemblée nationale. C'est fort comme élection. Maintenant, si on focalise sur les présidentielles, moi aujourd'hui, techniquement, en regardant les programmes, et parce que je le fais et je m'efforce de le faire, personne ne parle au quartier populaire. C'est pas Hamon qui va nous expliquer que il a investi aujourd'hui Myriam El Khomri, qui est porteuse de la loi travail et qui va lutter, qui va abroger dans son programme, où aujourd'hui il propose l'abrogation de la loi travail. Pour moi, cette politique politicienne est incohérente et aujourd'hui, que ça soit la droite ou la gauche, et encore plus les deux extrêmes, ne répondent pas aux problématiques des quartiers populaires. Et quand je vois, en plus, aujourd'hui on sait tous que le vote ouvrier s'est déplacé de la gauche aujourd'hui à l'extrême droite. Et quand je vois un Hamon dans les différentes émissions politiques justement faire son faux de commerce au niveau d'un prétendu électorat musulman. Quand je dis prétendu, je fais juste une parenthèse, parce qu'effectivement, on est président du parti politique français musulman. Les musulmans aujourd'hui votent sur l'ensemble de l'échiquier politique. Il faut arrêter de dire ça. Il n'y a pas de vote musulman. C'est un mythe de dire qu'il y a un vote musulman. Donc voilà, je ferme rapidement la parenthèse et on ne pourra pas au moins, on va dire, me pointer que je fais de l'électoralisme ou là aussi j'utilise le fonds de commerce. Mais revenons à Hamon. Là aussi, il drague un électorat. Mais quand il fait ça, aujourd'hui, on sait tous, là aussi, que dans son programme, on a le fantôme et le spectre de François Hollande, qui, quand même, est le président de l'état d'urgence et le président de plus de 4000 perquisitions pour, je ne sais plus combien, de mises en examen pour terrorisme. On a tapé dans le tas, c'est exactement le terme, on a tapé là où il fallait, on a fait peur. Et ça fait écho également au discours qu'on a pu entendre également par Chevènement ou par Valls lui-même en disant « Oui, les musulmans, restez discrets ». Non, on n'est pas discret. Moi, avec cette montée de l'islamophobie, j'ai ressenti le besoin de m'exprimer en tant que citoyen français de confession musulmane. Et effectivement, lors des élections régionales, quand on a porté ce projet, qui était à destination de tous au niveau on a parlé d'emploi, on a parlé d'orientation, on a parlé des prérogatives que portait la région, là, on a fait plus de 5% dans 161 bureaux de vote. Et quand on est rentré dans l'analyse sur ces bureaux de vote, on parlait tout à l'heure d'abstention, c'était des bureaux de vote qui s'abstenaient à plus de 70%. Donc, c'est bien une question d'offre et de proposition. C'est bien une question, aujourd'hui, de positionnement par rapport à un échiquier politique qui est vide de sens. Les personnes ne se reconnaissent plus. Et quand Halima dit, effectivement, s'abstenir, c'est un choix, oui, je partage, s'abstenir, c'est un choix. Aux législatives, ils auront effectivement ce choix-là, mais au présidentiel, je ne vois pas quel candidat, aujourd'hui, se veut la voix des quartiers populaires. Et je voulais dire une chose, je préfère limite que les classes populaires s'abstiennent, et même dans les zones rurales, que de voter pour le Front National. Parce que le Front National essaie de s'adresser justement à ces classes populaires et à ces zones rurales.
Et désolé, Mohamed, je sais que tu es un élu de terrain, mais l'abstention et le fait que beaucoup vont vers le Front National, c'est du fait que les partis comme le Parti Socialiste sont déconnectés de la réalité. Ils sont plus du tout en phase avec la réalité du terrain. Je sais que donc Mohamed est un élu de terrain, mais pour prendre l'exemple du Parti communiste que j'ai vu de l'intérieur, beaucoup ne pensent qu'à une seule chose, c'est entretenir leurs privilèges, donc entretenir le fait qu'ils soient des professionnels de la politique. Donc ça crée un fossé entre la base, donc les classes populaires, et les élites qui nous dirigent. Et c'est bien que justement monsieur ait cette démarche de créer un mouvement qui permettra d'apporter une nouvelle offre politique. Après, de mon point de vue, comme je le dis souvent, je pense que parler de religion ne devrait pas se faire sur l'espace public. La religion en soi, je pense que ça devrait être quelque chose du domaine privé. Après, il peut y avoir des problèmes liés justement à la religion, mais aujourd'hui, les politiques, je ne parle pas de vous, monsieur, hein, mais les politiques, ceux qui se présentent, les candidats au présidentiel, utilisent les religions justement pour stigmatiser des populations. Et la démarche en soi, comme je le disais, de créer un mouvement, c'est une bonne chose. Après, sur le fait de mettre en avant donc une religion en soi, je pense qu'il y a la possibilité de faire autre chose, de l'intégrer à un programme qui pourrait justement mettre le doigt sur des dysfonctionnements et sur l'islamophobie, par exemple. Alors juste en 2 minutes, je vais peut-être répondre. Le musulman aujourd'hui, vous le voyez sous le prisme du religieux. Sauf que les citoyens de confession musulmane, ils participent à la vie associative, ils participent à la vie économique, ils participent à la vie citoyenne, ils participent aujourd'hui à la vie politique. Donc le musulman aujourd'hui, c'est autre chose qu'un prisme religieux. On ne fait pas de religion. Nous ne sommes pas des religions. On n'est pas là pour dire aux gens, ça c'est haram, ça c'est halal. Non, c'est les imams qui le font. D'ailleurs, vous en avez un beau dans votre circonscription. Qui est d'ailleurs, on ne l'entend plus, l'imam Chalgoumi. Je crois qu'il est victime de la clause Molière. Je crois que l'UDI commence à le cacher un petit peu, justement. Oui, mais ou alors il est victime de la clause Molière qui est sortie il n'y a pas très longtemps. Donc simplement pour vous dire que aujourd'hui, on prend place dans cette vie politique en tant effectivement que citoyen français de confession musulmane, où on va parler d'emploi, on va parler d'éducation, on va parler d'économie, de logement, sans faire référence effectivement à, on va dire, une religion, mais à une éthique. On est là pour réconcilier éthique et politique. C'est simplement pour répondre à votre interpellation, mais qu'on je comprends parce que finalement, les gens également ont réagi de la Il y a bien des partis chrétiens-démocrates. Hein, merci Ali. Ah oui, mais c'est une bonne chose justement que ces partis existent, mais après... c'est surtout sur l'utilisation qui est faite par les candidats à la présidentielle. C'est de ça dont je parlais. Oui, mais le problème, c'est qu'on le sait très bien, les politiques en général créent des peurs et activent continuellement ces peurs pour pouvoir, l'islamophobie en fait partie, et contribuent à ces peurs pour monter les uns contre les autres. Et c'est ainsi qu'avec le Front National, on crée la peur et on monte les pauvres contre les pauvres. Ça, c'est connu, malheureusement. Du coup, je pense que c'est une bonne chose, le fait d'avoir éclairci justement la position du mouvement que vous avez, pour que justement il n'y ait pas cette confusion qui aurait pu... Et juste par rapport au premier plateau, ouais. On a discuté d'universalisme. On a bien dit que, moi j'ai écouté les débats qui étaient très intéressants, on a bien dit que, en gros, on pouvait être universel tout en s'appuyant sur du particulier. Et nous, c'est ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on va vers tous, on s'adresse à tous, mais avec une éthique bien précise. Plusieurs sujets, pas en accord du tout sur le fait qu'on ne parle pas des quartiers populaires sur ces présidentielles. On en parle pas forcément sur la terminologie de quartier populaire, mais quand on voit les propositions qu'on nous présente sur la politique de la ville, sur l'emploi, sur le développement économique, sur les services de proximité, ça impacte avant tout les quartiers populaires et les zones rurales. Voilà. Oui. Et c'est ça qu'il faut regarder pour voir quel impact la palette des projets politiques va avoir sur nos territoires. Et pour moi, justement, c'est tout l'enjeu, justement, d'alerter nos populations en disant, regardez, ce programme-là, si on le traduit, qu'est-ce que ça veut dire pour nous ? Voilà, ça c'est le premier élément. La notion de quartier populaire, elle ne veut strictement rien dire, c'est quelque chose de géographique. Voilà, mais que en fait, il faut les traduire de l'orientation politique nationale à comment elle se vit localement. Voilà. Et donc du coup, pour moi, il y a un vrai enjeu là-dessus.
Le deuxième enjeu où je suis en désaccord avec tous les deux, c'est sur la question de l'abstention. Pour moi, c'est pas responsable de dire aux gens il faut s'abstenir. Et je préfère que les gens s'abstiennent que voter mon argument. Oui, excuse-moi. Ou qu'ils votent pour monsieur ou pour moi. D'accord, je comprends mieux. On propose on amène des. J'ai pas de sujet. Les offres sont j'ai nouvelles. pas de sujet sur qui vote. J'ai pas de sujet sur qui vote. Ils peuvent voter pour qui ils veulent. Mais en fait, le sujet sur lequel je trouve ça important, c'est que aujourd'hui, le vote blanc n'est pas comptabilisé. Voilà. S'abstenir n'est pas comptabilisé. Et je suis d'accord avec vous que si ces deux choses étaient comptabilisées, on pourrait dire aux gens il faut qu'on s'abstienne pour justement montrer notre mécontentement face au système. On a un système qui est une réalité, et dans cette réalité, s'abstenir, ça ne sert à rien, à part maintenir ceux qui sont au pouvoir. Voilà. Et donc du coup, moi, ça, c'est un... C'est un message, c'est ce qu'on a dit. On a dit que c'était un message. Et aujourd'hui, l'abstention, on la retrouve à chaque fois qu'on a des résultats d'élection. On a les médias, attention, l'abstention. Ça disparaît 2 jours après. C'est simplement juste un message qui n'est pas absolument pas écouté par les partis politiques. Mais je rejoins complètement le discours de l'impact. Je finis sur la question de l'impact. Aujourd'hui, moi, mon sujet, c'est l'impact. Donc, effectivement, le message est important sur une projection à 10 ans, à 15 ans, à 1 an, si vous voulez. Mais il faut que ça soit accompagné d'un travail de terrain qui permet de mobiliser et de proposer des alternatives. C'est ce que il faut que l'offre soit intéressante et cohérente et en phase avec la société. Et justement, le Parti socialiste, je suis désolé, il est plus du tout en capacité. Non, mais je suis pas là pour. J'essaie de dire que je suis pas socialiste, mais oui, mais je parle du Parti socialiste parce que j'ai pris l'exemple de 2012 et de François. Si vous permettez, on est dans une configuration où l'offre politique qui est proposée ne correspond absolument à aucune des attentes, et ça arrive, c'est déjà arrivé, ça arrive encore, ne correspond à aucune des attentes des citoyens et des habitants. Donc vous, ce que vous préconisez, c'est le vote en fait pour le moins pire. C'est ça. Je vais vous prendre un exemple très clair, mon exemple personnel. En tant que maire, je dois parrainer un candidat. Voilà, j'ai eu l'occasion de discuter avec tous les partis. J'ai refusé de parrainer, avec une posture claire qui est « aucun de vous ne m'intéresse » et ne répond au projet que je porte localement. Par contre, je voterai pour un d'entre vous parce que je suis un responsable local et avant tout un citoyen, et ce que je vais regarder, c'est lequel d'entre vous va avoir l'impact le plus positif pour mon territoire. Et j'entends ce que vous dites entre l'offre et la demande, mais quand il n'y a pas d'offre, il faut quand même se dire qu'il y a une demande existante, et que, je vous prends le cas des régionales d'Île-de-France, moi en tant qu'entrepreneur de l'économie sociale et solidaire, je peux vous le dire, le fait qu'on est plein dans nos territoires à ne pas avoir voté au régional, on le subit actuellement sur la politique, sur le développement économique et l'économie sociale et solidaire. Et cette approche de dire oui, on a fait passer un message fort à la gauche, on n'a pas voté, on a un message fort concret sur le terrain à vivre. Dernier élément qui est important, il ne faut pas croire que moi, je suis persuadé que plein d'habitants ne regardent même pas les programmes. Ce qui va leur intéresser, c'est il y a certains sujets qui les touchent et ils sont sensibles à cela, et c'est ça qui fait basculer leur vote. Donc nous, notre enjeu, et moi, là où je te rejoins et que j'étape un peu plus, notre enjeu, c'est comment on attire nos habitants à travers leurs préoccupations du quotidien, à leur dire « mettez la main dans le conduit » à travers l'approche de la citoyenneté, et ensuite, éveillez-vous sur toutes ces questions-là. Et pour moi, tout l'enjeu, il est là. C'est un projet à 20 ans qu'il faut construire. Et là, on a une chance formidable. On a une société en pleine mutation, où on a tout intérêt, justement, à proposer une palette d'offres, mais à le construire avec la base, sans se dire, on va sermonner la base en leur disant, on va faire ci, on va faire ça, etc. Mais partir du, toi, c'est ça ton besoin, moi, c'est ça le mien. OK, est-ce qu'on arrive à l'élargir ? Dernière chose que je trouve importante avant de partir, c'est sur la question de la religion, parce que c'est un sujet assez important. Moi, je pense que tu as tort dans ton analyse de dire qu'il ne faut pas en discuter sur l'espace public. Alors, j'ai pas dit qu'il ne faut pas en discuter. Je dis qu'il ne faut pas s'en servir de cette manière. Voilà. Moi, je suis pour pas qu'on soit d'accord. Je suis pour le fait qu'il y ait des partis qui s'appellent chrétiens ou musulmans. Mais je parle des candidats au présidentiel qui utilisent les religions pour stigmatiser. Je vais essayer de nuancer mes propos. Je pense que tu as tort à moitié. Je te dis pourquoi je te dis ça. Là où je suis d'accord avec toi, c'est sur là où je suis pas d'accord avec toi, c'est déjà sur la place publique. Donc, on a deux sujets. Soit on en parle, soit on n'en parle pas, et les autres en parlent pour nous.
Voilà, ça c'est le premier élément. Donc on parlait, et on parlait de n'importe quelle vision, que ce soit un musulman ou un non-musulman ou qui que ce soit, il n'y a pas de sujet. Il faut en parler parce que c'est un problème aujourd'hui. C'est considéré comme un problème. C'est les médias et les candidats à la présidentielle qui mais quand je dis c'est un problème, on entretient le fait que ce soit vu comme un problème. Moi, quand je dis c'est un problème, c'est le fait qu'on en parle comme ça qui est un problème. Voilà, mais et du coup, il faut en parler. Donc il faut le prendre en charge. Voilà, il faut le prendre en charge. Il ne faut pas faire comme s'il n'existait pas. Mais après, le fait que ça soit un problème, je pense que là-dessus on est d'accord, c'est les médias et les candidats qui en font un problème. Parce qu'en soi, les gens vivent leur religion. Non, c'est pas vrai. Je pense que les habitants aussi, pour certains habitants, c'est un problème. Ils le perçoivent comme un problème. Parce qu'ils le perçoivent comme. Bah oui. Donc je pense qu'il faut en discuter, il faut avoir un débat là-dessus et il faut avancer. Moi, c'est ce que je fais dans ma ville. Je te le dis c'est un sujet qui me touche. Mon père est l'imam de la ville de l'Île-Saint-Denis. Et aujourd'hui, moi, je suis le maire de l'Île-Saint-Denis. C'était intéressant de voir comment les gens disent « Ouais, mais c'est la communauté musulmane qui a voté pour le maire de l'Île-Saint-Denis. » Et c'est totalement faux. C'est pas du tout ma posture. Mais ma posture sur le sujet, elle est relativement claire. Et c'est là où je ne te rejoins pas, c'est de dire moi, que tu sois musulman, etc., c'est pas mon sujet. Effectivement, il y a, il y a une sorte de frustration aujourd'hui et de stigmatisation sur les musulmans qui est importante. Et on va pas se le cacher, elle existe. Ça, il n'y a pas de sujet. Par contre, aujourd'hui, le message que je porte, c'est moi, je suis le maire de tous les habitants de ma ville et je traite tous les sujets. Je suis une personne multiple, je suis maire, je suis entrepreneur, je suis dirigeant associatif, je suis musulman, je suis papa, je suis mari, etc., etc. Et donc, du coup, tout le projet qui est important à construire sur la question de l'alternative, c'est comment on crée du vivre ensemble au-delà de nos différences et pas comment on cristallise autour de nos différences. La peur que j'ai, c'est le modèle qu'on est en train de créer qui va ressembler à celui des anglo-saxons, où en fait il y a des écoles qui se créent autour des confessions ou autour de cercles de valeurs et qui font que les gens vivent les uns à côté des autres et ne vivent pas ensemble. Et je pense que tout l'enjeu de nos quartiers populaires, qui sont des quartiers très variés et multiples, c'est l'enjeu de comment on arrive à trouver des dénominateurs communs qui nous font vivre ensemble tout en ne nous réchignant pas sur ce qu'on est. Aujourd'hui, moi, j'ai aucune... C'est vraiment dommage que Mohamed doit partir. C'est vraiment très dommage parce qu'il y a plusieurs arguments quand même. Et tu auras l'occasion, malheureusement en son absence, mais tu pourras y répondre. Je dois partir. Mais avant de partir, je souhaiterais quand même dire que il est clair que pour moi, c'est pas seulement vivre ensemble. Il y a bien sûr le vivre ensemble qui est important. Il faut faire ensemble. Comme tu dis, c'est aussi faire ensemble. C'est aussi construire une alternative. C'est aussi transformer la société. Aujourd'hui, malheureusement, nous sommes à bout de souffle dans notre société. On est à bout de souffle et en même temps, on sent qu'il y a une volonté, on a envie d'autre chose. Et l'offre ne nous offre pas cette autre chose. Donc, c'est à nous de construire. Et cette construction, elle doit se faire ensemble. C'est pour ça que je dis, vivre ensemble, c'est un fait, mais nous devons aussi travailler ensemble, construire ensemble, transformer cette société ensemble. Et je dois partir malheureusement. C'est une très belle manière de conclure. Moi, par rapport à l'ensemble des propos qui ont été tenus, que ce soit concernant l'abstention, etc., je voudrais d'abord souligner qu'il y a une partie de l'abstention qui n'est pas ni volontaire, qui est aussi le fait de la non-citoyenneté des étrangers, le fait qu'une grande partie de l'abstention, et une partie qui a été montrée dans des travaux, notamment sur Saint-Denis, les cosmonautes, etc., de Dormagin, braconnier, est liée au système de la carte électorale, qui n'est pas réformé. On sait qu'il exclut de nombreuses personnes. On sait aussi qu'il y a des gens qui ne sont plus inscrits à l'endroit où ils habitent. Donc là aussi, c'est aussi la mal-inscription qui est aussi à la source de l'absence de vote. Et quand on cumule avec des volontés politiques derrière de ne pas dans la spécificité de la sociologie des quartiers populaires ou des cités de logements sociaux un peu partout sur le territoire, effectivement, on arrive à des taux d'abstention qui sont très forts. Mais à cela se cumule effectivement un problème de l'offre politique. Et là, on tombe aussi dans une réflexion qui me semble, par rapport à ces élections, est de plus en plus partagée, c'est celle de la question de la légitimité des partis politiques et qui exercent sur l'offre politique une forme de monopole. Et de fait, on sent que ce monopole, il est de plus en plus fragile. Tant le décalage entre les intérêts défendus par quelques-uns et l'intérêt général est en déconnexion. Donc là aussi, pourquoi on assiste à, effectivement, moi ce que j'ai pu étudier, mais
au centre, pas forcément justement dans des initiatives citoyennes, etc. C'est parce qu'il y a aussi ce monopole de fait, et parce qu'on a un système, politique qui favorise davantage le conservatisme que le pluralisme, parce qu'on a un système présidentiel, et les élections présidentielles sont celles où on vote encore le plus dans les quartiers populaires, même les élections locales, qui pourtant structurent souvent la vision du politique dans les quartiers. Même là, on vote moins qu'aux élections présidentielles, parce que de fait, on a placé les élections législatives derrière les élections présidentielles, et on sait que ça a un effet de conséquence, c'est la boule de neige. Ça veut dire qu'une fois que le sort a été fixé au présidentiel, ensuite il y a une logique en chaîne qui produit ces effets, et de fait, on a un système qui est présidentiel, et avec des partis très dominants, que ce soit la structure financière, c'est-à-dire comment on répartit l'argent, le coût. Ça veut dire que le marketing maintenant électoral, le coût des campagnes, la communication, fait une grande partie de l'élection. Et même on a des cas expérimentaux pour ces présidentielles, avec des gens qui partent hors parti, mais avec des budgets colossaux. Donc on se pose aussi maintenant la question de qui finance quoi. Je veux dire, il y a une véritable crise démocratique dans ce c'est aussi, on a un système politique dans lequel l'argent est contrôlé, parce qu'on a un système de financement public des campagnes. Néanmoins, on s'aperçoit qu'il y a encore des failles. On n'est pas dans un système comme aux États-Unis plutocratique, où c'est celui qui a le plus gros budget qui l'emporte 9 fois sur 10. Mais là aussi, il faut qu'on réfléchisse au fonctionnement du système. C'est pas pour rien que même si c'est, on va dire, des candidats de gauche, ils pensent aussi à réformer le fonctionnement des institutions, le fonctionnement etc. C'est parce qu'il y a aussi cette frustration-là. Donc là aussi, il me semble que même sur l'offre, effectivement, alors on peut dire il n'y a aucun candidat qui a fait le cœur de sa proposition politique des quartiers populaires. En même temps, quand on écoute des élus, ils nous disent mais on est obligé de porter un projet pour tous. Et effectivement, il y a aussi des effets. C'est que moi, souvent, effectivement, quand on parle quartier populaire, il y a des formes de caricature. Ça veut dire que comme on construit le vote sur enjeu, c'est maintenant ce qui est défendu même dans les instituts de sondage, soit le Cevipof ou ailleurs, c'est que chaque population a son enjeu. Et donc maintenant, quand on débat sur les quartiers populaires, on débat forcément sur la question du voile et sur on oublie les questions de l'école, du logement. Alors que c'est des questions centrales dans les quartiers où il y a aussi les enjeux qui sont portés sur l'éducation, la formation, le logement. Quand je disais que les quartiers populaires n'existent pas, c'est justement dans ce cadre-là. Voilà, il faut sortir de ce schéma-là pour pouvoir avoir un débat de fond. Sinon, on rentre justement dans des jeux de représentation et je fais des propositions face à des supposés besoins. Ou comme sur la Palestine, je veux dire, ça aussi, on entend caricaturer, on va dire, l'enjeu des banlieues sur ces seuls sujets, quand on sait forcément que ça dépasse bien largement, et effectivement, la question des services publics, elle est centrale. Elle est centrale dans ces quartiers. Et en même temps, effectivement, on se dit qu'on a eu beaucoup de candidats qui ont apporté des propos sur les questions de l'amélioration des services publics, du changement du fonctionnement, etc. Mais de fait, effectivement, au concret, au local, depuis 30 ans, on assiste plutôt à une dégradation, qu'à une transformation positive de ces enjeux de l'école, du travail. Donc là aussi, la difficulté, même pour des candidats qui porteraient de nouvelles propositions, d'apparaître crédibles face à des problèmes qui ont été négligés et qui s'aggravent tous les jours. Mais ce quartier populaire, en fait, n'est que le reflet, le miroir d'une crise de la société en général, n'est que la face visible de l'iceberg. Et on s'aperçoit que la question de l'éducation, la question du logement, la question des services publics dans ces quartiers populaires sont des questions que l'on retrouve partout, en fait. Et je pense qu'il est absolument indispensable, lorsque l'on veut parler de ces quartiers populaires, de parler de ces questions en premier et ne pas occulter le fait qu'il y ait... Est-ce que vous défendez l'idée qu'il n'y a pas de spécificité particulière des quartiers populaires au regard du reste de la société? Ça a été accentué. C'est ce que je dis. C'est-à-dire que c'est la face visible de l'iceberg. Ça veut dire tout simplement que c'est accentué
je veux dire, dans ces quartiers. Et on voit, alors, bien sûr, la question du racisme, la question de la discrimination au logement, à la formation et tout, c'est encore plus visible dans ces quartiers. Et c'est clair que on le voit, mais les quartiers populaires, on en trouve au centre-ville de Paris. Je veux dire, on en trouve dans les milieux ruraux, on en trouve partout des quartiers populaires. Et on sait très bien que ce sont les mêmes questions qui se posent. Alors, elles sont accentuées, parce qu'il y a des populations plus visibles et racialisées, comme on dit aujourd'hui. Mais on a peur des mots, on a peur de tout, on vit aujourd'hui dans une société qui crée des peurs sans cesse. Et ça devient insupportable. D'autre part, et ça, je pense que c'est une chose sur laquelle les politiques et les responsables politiques doivent réfléchir davantage, c'est savoir comment remettre au centre des débats et des réflexions ce qui peut toucher le quotidien. Je veux dire, l'éducation, pour une mère, qu'elle soit voilée ou pas, son problème, c'est l'école, c'est la réussite à l'école de son enfant. Je veux dire, c'est que le fait qu'elle ne soit pas exclue de l'école, que sa gamine puisse continuer à faire sa scolarité. Et comment elle fait, excuse-moi Louisa, mais comment elle fait cette mère si elle ne peut même pas accompagner lors de son justement, scolaire? ça en fait partie. Il faut très être prudent, parce que Mohamed tout à l'heure a dit quelque chose qui est très important, c'est qu'effectivement, il y a un impact des propositions économiques sur l'éducation, sur l'emploi, sur les quartiers populaires, mais il y a également un impact de propositions qui sont aujourd'hui liberticides et qui ont un impact direct sur la vie des gens. Aujourd'hui, parce que l'exclusion de cette mère va toucher la dignité de l'enfant. Je vais pas vous sortir, simplement. Je vais pas vous sortir les études qui sont sorties sur la discrimination à l'emploi, à l'embauche, parce qu'effectivement, on s'appelle plutôt Fatima, Mohamed que Michel ou Virginie. Ça a un impact réel, concret, sur la formation, sur l'éducation, même en termes de discrimination, au niveau des filières d'orientation. Mais sur les enfants même, ça porte... Bien sûr. Je veux dire, la gamine qui voit sa mère exclure de l'école, elle est touchée dans sa dignité, elle est touchée dans sa propre... un impact. Et la question de la dignité est centrale, là aussi. On est totalement d'accord sur ça. Ce que j'essaie de te dire, c'est que, en fait, pour moi, j'ai pas de complexe sur le fait que, il faut qu'on se le dise, il n'y a pas de tabou sur le fait qu'on vit des inégalités de territoire. Bien sûr. Tous les territoires ne sont pas logés à la même enseigne. Ça, il faut être clair. Ensuite, qu'il y ait des discriminations, il n'y a pas de tabou là-dessus. Il y a vraiment des discriminations. Mais ensuite, c'est la question de comment et qui porte ces discriminations. C'est là où moi, j'interpelle ta démarche aujourd'hui. Moi, je considère que la question des discriminations, elle ne doit pas être portée uniquement par les discriminés, elle doit être portée par tous. Et que du coup, quand les discriminés, en fait, c'est toujours les mêmes stratégies. Quand c'est les discriminés qui portent la discrimination, c'est toujours une approche Est-ce que c'est une question de droit, tout ça? C'est ça. Je vais ressortir l'exemple de Norman Agiri tout à l'heure, quand il a parlé de Black Lives Matter, et quand on lui a répondu, à l'époque, on lui a dit non, c'est All Lives Matter. Ben non, je suis pas d'accord, je ne suis absolument pas d'accord. Il a très bien démontré tout à l'heure, je ne saurais même pas le démontrer aussi bien que lui, mais elle doit être portée par des racialistes. Pourquoi? Parce que, en fait, personne ne la porte en face. Et on va pas les attendre. Moi, je vais pas attendre que Hamon parle du racisme et des discriminations. Je vais pas attendre que Fillon ou Marine Le Pen va en parler. Non, je le porte. Je suis totalement d'accord avec toi. Il faut des instances qui représentent les musulmans de France fortes, qui peuvent défendre ces sujets-là. Mais est-ce que c'est dans un cadre politique? En fait, voilà. Non, mais les premiers concernés sont quand même les mieux placés pour parler de leurs problèmes. Mais sur un plateau BFM, on parle de l'islamophobie des musulmans, mais il y en a aucun sur le plateau. On parle des femmes voilées. J'ai pas vu une seule femme voilée sur des plateaux télévisés. On est d'accord, mais... Ne plus parler à la place des autres, tout simplement. Mais où ils sont positionnés? Tu vois, moi, c'est intéressant ce que tu me dis, mais en fait, moi, j'ai pas de sujet là-dessus, sur le fait que ce soit nous-mêmes qui portons nos questions. On est d'accord là-dessus. Mais dans quel positionnement? Tu vois, moi, je pense que quand on veut... Grosso modo, je vais vers ta démarche. Non, mais Habib, tu voulais peut-être intervenir. Parce que là, on voit bien, avant de partir, là, on voit bien aussi qu'il y a toujours le regard colonial. Je veux dire, celui qui est au-dessus, qui se fait dominer et qui va tolérer. Voilà. Je ne supporte pas ce terme tolérer, une tolérance. Français et musulman, le mot français fait écho également à la citoyenneté. Je n'ai pas besoin qu'aujourd'hui qu'on me dise Nizar, t'es intégré. Non, je suis né ici, j'ai pas besoin, je suis pas intégré. Mais c'est pas un sujet pour moi. Mais là où je suis, pour essayer de résumer et conclure rapidement, moi je pense que toutes ces démarches sont complémentaires et sont nécessaires pour faire bousculer les choses. Là-dessus, j'ai pas de sujet. Par contre, sur quelle démarche, dans quelle voie et dans quelle position, tout le sujet il est là pour moi. Est-ce que c'est via la société civile? Est-ce que c'est via le mouvement politique? Est-ce que c'est via le monde économique? Voilà, moi c'est ces réflexions-là aujourd'hui que j'ai. Effectivement, on va pas... Dans les espaces... Dans tous les espaces. Voilà, il y a une palette d'espaces.
Et on n'a pas les mêmes sensibilités selon les espaces. Maintenant, l'enjeu, c'est comment on arrive avec une offre complémentaire à répondre à ces inégalités, ces discriminations, etc. Tout en ne pas, enfin, la grande peur que j'ai, c'est il ne faut pas déchirer les gens. C'est comment on fait pour répondre à cela tout en rapprochant les gens. Mohamed, c'est Si on peut dire quelque chose, Oui, excusez-nous. on va vous libérer peut-être. Excusez-moi. Avant de partir, Mohamed, c'est triste quand même qu'une personne comme toi pense que au sein de notre mouvement, nous avons des non-musulmans. Enfin, c'est triste que je suis obligé En de le revanche, dire. si vous n'avez pas votre micro, c'est compliqué. Non, mais en fait... Nous avons des personnes qui comprennent notre combat et qui ne sont pas de confession musulmane. Ça, je te l'apprends et je peux te les présenter d'ailleurs. Le sujet, il n'est pas là, en fait. Moi, j'ai pas... c'est ce que tu viens de dire. Non, le sujet, pour moi, par rapport à c'est même le mot. Moi, je considère que... Enfin, c'est mon approche personnelle. Je le fais en tant que maire et pour essayer de fédérer une majorité qui est une liste citoyenne avec des gens de sensibilités très différentes. Je fais la même chose au niveau municipal. Et tout à l'heure, ce que je disais, c'est que tous les mots sont importants. Ouais. Quand tu as un mot qui va diviser, quand tu as un mot qui est clivant... Mais qui l'a rendu clivant, ce mot, Mohamed? Mais ce que j'essaie de dire, c'est qu'aujourd'hui, ce mot, il est clivant sur l'espace public. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un sujet intéressant. Il devrait pas je pense que Si vous permettez, on va peut-être... Oui, mais nous, il faut qu'on on va clore ce débat. Oui, après, Khalid, je pense qu'il veut en parler. Khalid avait quelque chose à dire. Et voilà, et profitez-en, on va Merci beaucoup pour l'invitation. Moi, je voulais dire que l'une des clés du succès dans les quartiers populaires, je parle des quartiers populaires parce que c'est dans un des quartiers, parce que j'ai grandi dans un quartier populaire, c'est l'éducation et la culture. Je pense que ça permet de surmonter en fait toutes ces inégalités, toutes ces discriminations qu'ils peuvent avoir. À partir du moment où une personne se cultive et étudie ou se forme, il ressent différemment toutes ces inégalités. C'est vrai que, pour prendre mon exemple, j'ai subi pas mal d'inégalités en cherchant un emploi ou autre, mais le fait d'avoir un esprit ouvert et d'avoir un minimum de bagages, ça permet de surmonter et de même plus faire attention en fait. Et alors je dis pas que c'est le cas, hein, mais si on se victimise ou si on réfléchit que sur le prisme de l'inégalité, de la discrimination et de tout ce qui pourrait nous empêcher d'avancer, je pense que ça empêche de réfléchir sur ce qui nous permettrait plutôt d'avancer. Et je pense que l'éducation, et d'ailleurs, je sais que c'est pas lu, mais dans mon programme, j'en parle beaucoup, je propose notamment des mesures incitatives pour les étudiants qui veulent, par exemple, étudier à l'étranger ou étudier en province, sortir de leur environnement pour justement étudier et acquérir soit une compétence, soit faire un cursus un peu plus long. Ça existe déjà. Hein. Oui, ça existe déjà Erasmus. Mais il y a certaines personnes, comme moi, j'ai pendant un moment été au RSA. J'étais déconnecté de tous ces dispositifs et j'ai eu la chance de tomber sur la bonne personne qui m'a remis sur les rails. Et c'est de ça dont je parle. Je parle pas de ceux qui sont déjà dans le circuit Erasmus parce que eux, ils ont pas forcément besoin qu'on les aide. Je parle des autres et aussi ceux qui veulent entreprendre. Moi aussi, j'ai entrepris, mais au départ, on ne sait pas trop comment s'y prendre. Et j'en parlais à l'époque au maire de ma ville. Je lui disais, il faut donner un coup de main aux entrepreneurs de notre ville. Il faut leur donner un coup de main parce que si on veut pas nous embaucher dans des entreprises, créons-les, tout simplement. Créons les entreprises. Créer une entreprise, ça veut pas dire devenir une entreprise du CAC 40. Créer une entreprise, c'est j'ai une compétence de pâtissier, je crée une boulangerie, j'ouvre une boulangerie. Je veux être VTC, même si je suis contre le système Uber, je deviens VTC. Je rebondis simplement sur votre programme, sur ce que vous défendez. Alors là, vous présentez face à un candidat à la fois de l'UDI et à la fois du Parti communiste. Exactement. J'ai cru comprendre aussi que vous semblez un peu valoriser certaines valeurs qui traditionnellement sont investis par la droite plus que par la gauche, comme notamment l'entrepreneuriat, en tout cas l'esprit d'entreprise. Et ça rejoint un peu ce nouveau phénomène qui est plus très nouveau maintenant, mais qui est le passage des quartiers populaires à droite au détriment de la gauche. Je sais que Samir, ça fait partie de ton champ d'études, de ton champ de prédilection. Peut-être, est-ce qu'on pourrait commenter ce phénomène pourquoi il y a un tel divorce des quartiers populaires avec la gauche? Moi, je dirais que c'est pas un phénomène récent, en fait. Oui, c'est ce que ça fait déjà dans les années 80, il y avait ces logiques-là. Je veux dire, il y a
un fonds pour les banlieues, une tentative de créer un fonds pour les banlieues pour l'entrepreneuriat proposé en 89 déjà par des militants voilà, dans ces quartiers-là. La question de l'économie dans les quartiers, de l'entrepreneuriat et puis même, pour aller plus loin, de la question de l'artisanat ou du commerce dans les classes populaires, ça a toujours existé. Mais effectivement, maintenant, ça s'est inscrit dans des tendances plus générales où, effectivement, il faut être entrepreneur. Donc, effectivement, moi, c'est porte-parole des fois qui, effectivement, place l'entreprise comme l'alpha et l'oméga et porte aussi en même temps, des fois, des discours un peu stigmatisants sur le service public, le public, etc. Effectivement, ils sont dans une ère du temps où effectivement il faut être entrepreneur de soi et donc auto-entrepreneur, etc. Et pourtant, on sait très bien aussi, et quand tu parlais des VTC tout à l'heure, ces logiques-là, elles sont à la fois des logiques simples de survie. Ça veut dire que qu'est-ce qu'on propose, qu'est-ce qu'on offre, effectivement, et c'est pas tout le temps, on le sait très bien, dans ces situations-là, c'est pas les gens qui sont dans les plus grandes précarités qui se lancent en politique. Il y a aussi un effet, ça veut dire qu'il faut avoir une insertion souvent sociale, économique, avoir voilà, du temps, avoir voilà, une connaissance un peu du milieu. Et donc là aussi, ces types de profils s'orientent pas forcément d'ailleurs vers la droite, mais bon, moi j'avais vu en 2008, il y a un effet aussi qui est la crise des débouchés, ça veut dire comme on ne trouve pas dans les partis, on a des trajectoires de personnes qui ont testé plusieurs organisations au centre, je pense en 2008 par exemple avec voilà, le Modem, Bayrou qui avait fait un bon score, il y a eu plusieurs investitures voilà, au Modem. Ensuite, il y a eu, avant même déjà par exemple à Lima, été un peu à l'image de ces gens qui se sont engagés dans les Verts dans les années 90 ou au PRG dans les années voilà, 95-2000. Donc il y a aussi, je trouve, qu'on peut observer à l'échelle des quartiers populaires des tentatives effectivement d'entrer dans des partis, mais qui malheureusement se soldent, et peut-être dans une expérience aussi, souvent voilà, par des échecs, parce que en gros on les place dans des postures minoritaires ou comme représentants des minorités. C'est ça. Et ils arrivent difficilement à exprimer en fait une position qui soit une position considérée comme une position de citoyen à part entière, mais plutôt de citoyen entièrement à part. Si juste je pouvais rebondir par rapport à ce qu'il a dit, je ne me considère pas comme forcément étant de gauche ou de droite. Je pense que ça a été créé pour un peu culpabiliser les quartiers populaires et leur dire si vous votez à droite, vous êtes des méchants, si vous votez à gauche, vous êtes des gentils. Et dans mon projet, je crée un incubateur, un laboratoire pour accompagner justement ces créations d'entreprises. Ça va pas être des simples chèques qui vont être signés. L'idée, c'est vraiment d'accompagner, de faire en sorte que le projet soit crédible et soit réalisable dans les faits, à la différence de peut-être ce qui a été fait avant. Et ça existe, Khalid, ça s'appelle le réseau des pépites. Et l'entrepreneuriat, par contre, moi, je ne crois pas, pour rebondir à ta question, Louisa, je ne crois pas que l'entrepreneuriat soit un sujet de droite ou de gauche. Je vais citer deux exemples. L'esprit d'entreprendre n'a jamais été aussi valorisé dans une loi liée à l'éducation, la loi de refondation de l'école. Aujourd'hui, nous avons la possibilité des chefs d'entreprise venir présenter leur métier dans les collèges, dans les lycées, et ça, effectivement, ça a été fait, le rapprochement de ce partenariat a été fait par la gauche. Alors que sous Sarkozy, c'était un non-sujet. Maintenant, pour rebondir par rapport à on va dire l'analyse de Samir, moi je souhaite qu'on aille un peu plus loin cette analyse-là, et je souhaite qu'on mette les pieds dans le plat et qu'on parle de clientélisme. Le clientélisme, souvent, on l'attribue, on le pointe au niveau national. On a vu l'affaire Cahuzac, on a vu l'affaire Sarkozy, on a vu aujourd'hui l'affaire Fillon, Thévenoud, et j'en citais des meilleurs. Sauf que le clientélisme, je suis désolé, mais il existe depuis la nuit des temps sur l'échelon local. Et ça gangrène la société, ça gangrène le vote des quartiers populaires. Aujourd'hui, je suis désolé, mais un maire qui cède à telle revendication ou à telle association, ou va financer telle association parce que effectivement elle appelle à voter pour lui et pas telle autre parce qu'elle est contre lui, ça c'est une vraie maladie et ça reflète simplement aujourd'hui qu'on arrive à des taux d'abstention phénoménal. Et je pense qu'il faut aller dans ce clientélisme local, il faut à la fois le dénoncer et surtout dénoncer ce que Samir appelait, ce que moi j'appelle en tout cas, je ne sais pas si tu as utilisé ce terme dans ta thèse, l'entrisme.
L'entrisme, c'est quoi? Ce sont des personnes qui se revendiquent porte-parole de telle association ou de telle communauté et qui vont rentrer dans les partis politiques en disant voilà, donnez-moi mon indemnité à 1 000 euros par mois et je vous ramènerai tel et tel vote. Ça, c'est horrible. C'est quelque chose d'horrible que je souhaite dénoncer aujourd'hui. Moi, il y a deux choses qui me paraissent importantes. C'est d'une part ce qui a été dit sur la question du clivage gauche-droite et de la manière dont il s'estompe. Et ça, je trouve qu'il y a un vrai effet et changement générationnel aussi. C'est qu'il y a 20 ou 30 ans, effectivement, il y avait, entre guillemets, des formes de revendication et même des tendances qui étaient observées dans les comportements électoraux avec voilà, un vote qui était davantage, qui n'est jamais exclusif, bien entendu, mais qui était davantage à gauche parmi les classes populaires. Et ce qui a été observé, c'est un réalignement, que ce soit chez les ouvriers, mais aussi chez les employés, voilà, des comportements électoraux, un réalignement sur le comportement électoral moyen. Ça veut dire que, effectivement, une tendance à une désingularisation. Ça veut dire qu'avant, il y avait voilà, des classes populaires qui se singularisaient par leur vote, et cette tendance, elle est remise en cause de manière très, voilà, de manière plus lente. Et ça, c'est un fait nouveau. Ça veut dire que maintenant, et c'est aussi la difficulté à opérer. Ça veut dire que maintenant, il y a des grands discours où effectivement on dit oui, mais en fait, Macron c'est l'héritier d'Hollande, et en fait, Hamon est vraiment à gauche, etc. Et donc là aussi, c'est la difficulté, et parce que les débats politiques aussi ne s'ancrent plus sur, quand on dit le clivage gauche-droite n'existe plus, souvent dans le discours de ces gens-là, c'est on fait pas tant qu'on ne pose plus les débats sur quels sont les vrais enjeux, les enjeux économiques, etc. Mais il y a des gens qui se revendiquent de droite ou de gauche et qui au final portent tout et n'importe quoi. Et de fait, c'est pas tant ce clivage-là, effectivement, qui est remis en cause, que la manière dont il est défendu. Et plein de nouveaux candidats disent « Ah oui, moi je suis ni de droite ni de gauche ». C'est le cas notamment de Français musulmans. Ça se voit dans beaucoup de mouvements citoyens aussi. Mais la difficulté, c'est effectivement aussi dans une forme de conservatisme, de structuration historique du champ politique sur ces enjeux-là, très difficile d'exister aussi. On peut exister à minima, mais d'avoir, on va dire, le monopole ou de prétendre à exister de manière plus large et à une autre échelle, c'est aussi la limite de ce type de positionnement, comme le positionnement centriste en France, qui rend à la fois une existence électorale possible, mais auto-limitée. Oui, oui. Après cette bipolarité, juste un petit mot par rapport à ce qui vient de dire le clivage droite-gauche. Au niveau de la bipolarité, je pense qu'aux élections présidentielles prochaines, elle va exploser. Elle va exploser pour la seule bonne raison, c'est que aujourd'hui, on sait très bien que je pense qu'il n'y aura pas au second tour ni un candidat de la droite, ni le candidat de la gauche. Et donc, on va certainement vers un Macron contre Marine Le Pen. Et donc, je pense que ça va recomposer l'échiquier politique en souverainiste contre progressiste. Et pour aller plus loin, moi, je souhaite une troisième voie. Une troisième voie qui est portée, évidemment, par les citoyens. La politique, c'est pas juste un slogan, faire autrement cette troisième voie, issue notamment des quartiers populaires, et porter également des propositions que ni les souverainistes dans quelques années et ni les progressistes ne vont porter. Alors justement, parce que nous allons conclure, je pense que là, il y a une question qui n'a pas été abordée en tant que telle, mais en fait, c'est celle que vous évoquez. C'est la question de l'autonomie, de l'autonomie donc organisationnelle, de l'autonomie politique des quartiers populaires. Je pense que c'est aussi dans cette démarche que vous vous inscrivez. Et d'ailleurs, vous aussi, puisque vous avez j'ai appris que vous avez été candidat Force citoyenne populaire, qui est un parti politique autonome qui était fondé en 2012. Et qui s'inscrit aussi dans l'histoire des luttes de l'immigration. Et dans son texte fondateur, il est mentionné une phrase, une citation culte de Abdelmalek Sayad, qui dit donc parce que exister, c'est exister politiquement. Alors moi, j'aimerais qu'on se pose la question, mais alors du coup de manière très rapide et très brève, de pourquoi cette autonomie qui n'est pas, enfin cette revendication d'autonomie qui n'est pas nouvelle en fait, qui existe depuis de très nombreuses années au sein des quartiers populaires. Pourquoi aujourd'hui elle n'a pas réussi encore aujourd'hui à se traduire par une véritable force politique capable de rivaliser avec les partis politiques traditionnels? Et ce sera notre mot de la fin. Si justement on veut pouvoir porter toutes ces idées, il faut être autonome, parce que
les grands partis, à un moment donné, ont toute une idéologie qui fait que ça les empêche de réfléchir plus loin que leur simple idéologie. Moi, avec mon mouvement progressiste indépendant, j'apporte des nouvelles idées que je ne pouvais pas faire lorsque j'étais au sein du Parti communiste, parce qu'il y avait toujours cette notion d'idéologie. Donc c'est vrai que le prochain prisme, la prochaine bipolarité pourrait être éventuellement entre les progressistes et les conservateurs, mais je pense qu'il ne faut pas justement qu'il y ait à chaque fois cette opposition. Je pense tout simplement qu'il faut que les mouvements citoyens se donnent les moyens d'atteindre leurs objectifs. Donc pour ma part, c'est d'avoir les fonds nécessaires et l'équipe nécessaire pour atteindre cet objectif. Donc, par exemple, sur la circonscription de Bobigny, Drancy-le-Bourget, pour gagner, ce dont on aura besoin, c'est de la mobilisation de toutes les personnes qui croient en notre projet. Si les habitants adhèrent au projet, ça nous permettra de ne plus dépendre uniquement des partis traditionnels. Donc c'est la clé. C'est, si vous voulez, les habitants qui feront que nous, on sera 100% autonome. On est autonome financièrement, ok, mais après, par exemple, on me disait tout à l'heure, comment tu vas faire, Habib, au deuxième tour? Est-ce que tu vas t'allier avec les communistes? On me demande déjà qu'est-ce que tu vas faire au deuxième tour. Ce qui est bien, c'est que ça sous-entendrait que j'ai fait plus de 12%. Ce qui est déjà une bonne nouvelle. Oui. Mais ça sous-entend aussi que j'aurais besoin des partis traditionnels pour arriver à mon but. Et moi, mon but, c'est justement d'être autonome à 100%, de ne pas compter sur les partis traditionnels. Je sais que c'est un peu, pour certains... C'est ambitieux. Ambitieux, mais il faut de l'ambition à un moment donné. Et il faut de l'ambition, et je pense que nos idées ne sont peut-être pas les mêmes, mais notre démarche, si vous voulez, tous les deux, va dans le même sens. Alors sur la question de l'indépendance, c'est très très important. Nous, clairement, on l'a affiché, noir sur blanc, aucune alliance avec les partis politiques. Aucune. Nous portons un projet. Ce projet-là, nous allons l'amener dans 10 circonscriptions aux prochaines législatives, dont la 5e circonscription du 93, où on aura une candidate, et j'en suis fier. Et cette indépendance-là, elle fait partie de notre ADN. C'est-à-dire que pour les présidentielles, on me pose souvent la question, Nizar, pourquoi Français et musulmans ne s'est pas présenté et n'est pas allé chercher des parrainages pour l'élection présidentielle? Tout simplement parce que un parti politique, ça se construit de la base. On ne va pas mentir à notre électorat et leur dire que du jour au lendemain, en inscrivant un parti politique à la préfecture de région, on peut se présenter à la présidentielle. Non, il y a les histoires des 500 parrainages et autres, mais surtout, on est parti interroger notre électorat. On a fait un sondage, et de ce sondage-là, on a extrait les 10 propositions qui souhaitent, ou notre électorat souhaite voir portées par les futurs candidats aux législatives. Et aujourd'hui, parmi ces 10 propositions, eh ben, je suis sûr et certain que si nous les proposons aux principaux candidats qui vont être aux élections présidentielles, aucun ne signera sur ces propositions. Donc, ça veut dire, on revient initialement, l'offre politique n'existe pas. Et donc, nous n'allons pas trahir notre électorat ou nous accoquiner avec différents partis traditionnels sous prétexte de voter pour le moindre mal, théorie auquel je ne suis absolument pas d'accord. Si on revient sur les primaires rapidement, les primaires, j'ai beaucoup d'amis qui sont partis voter à la primaire de la droite et beaucoup d'amis, les mêmes, qui sont partis voter à la primaire de la gauche. Et dans les deux sens, c'était la même logique. C'est-à-dire, il faut éliminer Sarkozy, Fillon, et donc faire élire Alain Juppé. Et dans l'autre sens, il faut éliminer Valls et faire élire Benoît Hamon. Sauf que, aujourd'hui, Hamon, clairement, l'équipe de Hamon, c'est des valsistes. Et clairement, l'équipe de Fillon, c'est des sarkozystes. Donc, en termes d'idées, c'est bien les idées de Marine Le Pen, donc les idées d'extrême droite, qui ont déjà gagné le combat idéologique. Donc, en gros, combattons de la base. Soyons droits, intègres et portons une éthique et allons jusqu'au bout. Et je pense que d'ici quelques années, les fruits seront bien mûrs pour être cueillis. Alors moi, je ne suis pas d'accord sur le point de vue des états-majors, mais après, il faut faire une sociologie très fine. Je ne veux pas juste dire... Et on n'a pas le temps de faire une sociologie très fine. On ne la fait pas, mais... Très brièvement. Mais sur les équipes de campagne des uns et des autres, on ne peut pas dire ça, mais bref, effectivement, il y a des logiques de continuité à l'intérieur de chaque parti qui font que c'est pour ça qu'ils continuent d'exister. Et ce que ça révèle aussi, c'est en gros les compromis que certains sont prêts à faire pour défendre leurs intérêts, et on s'observe dans les quartiers populaires, la construction de cet intérêt commun, il est encore très difficile. Il y a beaucoup de gens qui se battent d'abord entre eux avant de se battre contre leurs ennemis. Et ça, c'est une vraie question sur la question de la solidarité.
d'autres appellent à l'amour entre nous, etc. Ou juste à la prise de conscience de, effectivement, au-delà de nos divergences, plutôt sur quoi on peut converger. Et ça, c'est des choses qui se rencontrent partout. Mais je pense que là aussi, entre l'offre politique qui existe et qui est foisonnante, on peut dire qu'effectivement, à la fois ceux qui défendent effectivement l'entrepreneuriat, j'ai pas évoqué, j'ai évoqué la question des quartiers, il y a les éducateurs de cité, mais il y a aussi la question de l'entreprise religieuse et du religieux comme vecteur commun, etc. Et c'est porté aussi, et ça existe. Maintenant, je pense que c'est moins structuré et c'est plus émergent que ce qui existait autour des éducateurs ou des entrepreneurs ou des représentants de l'activité économique dans les quartiers. Mais il me semble que ce qui fait défaut, c'est d'une part cette solidarité, cette conscience d'intérêt commun. D'autre part, ce qui est un enjeu majeur dans la structuration actuelle du champ politique, c'est l'abstention. Ça veut dire que soit on réinscrit une majorité de gens dans les assiettes électorales pour qu'il y ait un vote qui puisse se dégager, mais une grande partie des acteurs dans les quartiers n'ont pas simplement cessé de voter, c'est qu'il y a une grande partie qui ne sont pas. Quand on parlait de la question des étrangers, quand on parlait de la question des mal inscrits ou des non inscrits, tout ça, c'est et du fonctionnement de la carte électorale. Tout ça, c'est des enjeux sur lesquels on ne peut pas simplement dire ça, ce n'est pas grave, etc. Parce que dans l'état actuel du champ politique, la plupart des entreprises politiques qui ont le monopole, les grands partis de gouvernement, etc., ont tout intérêt à ce qu'on ne vote pas dans les quartiers. Ça veut dire que eux, ça simplifie le travail politique. Ça veut dire qu'ils ont moins d'électeurs à aller voir et ils peuvent offrir davantage à ceux qui votent. Donc ça repose effectivement d'une autre manière la question du clientélisme, et pas strictement d'un point de vue individuel, mais d'un point de vue collectif. Ça veut dire que chaque groupe social est plus ou moins avantagé par certains programmes, certaines propositions, etc. Et cet enjeu-là, effectivement, s'il y a des pans entiers des électorats qui ne votent plus, on peut offrir davantage et effectivement, l'ensemble des promesses qui ont été faites et qui ne sont pas tenues décrédibilisent l'offre, on va dire, symbolique, le programme, la promesse électorale, et entraînent des comportements beaucoup plus matérialistes et qu'on observe aussi dans les quartiers, qui sont « qu'est-ce que tu me donnes ?» Tu donnes tant à eux, tu donnes tant, et pas strictement d'un point de vue financier, mais aussi d'un point de vue d'ensemble d'un logement social, d'une opportunité d'un stage, d'une opportunité dans un emploi, etc., de vacances, de biens et de services très concrets. Parce qu'effectivement, quand on est allé au bout des promesses et des offres, c'est beaucoup plus difficile d'accrocher les gens autrement que par du matériel. Et s'il y a moins de gens qui votent, on va dire, ça favorise davantage la question du clientélisme. Donc si on élargit à nouveau l'assiette électorale, on aura moins d'offres à proposer matérielles aux gens, et donc on sera obligé de tenir davantage certaines promesses pour que les gens croient encore aussi dans la parole politique. Nous arrivons au terme de ce débat. Je vous remercie très chaleureusement à tous les trois d'avoir participé, d'avoir accepté cette invitation. L'émission n'est toujours pas terminée. On a un autre plateau qui va suivre tout de suite. Alors, vous restez avec nous.